Enfin, l'idée, c'est d'avoir une démarche proactive avec ses enfants et puis de partager avec eux. J'essaye de partager et de m'intéresser à ce qui les intéresse. Et en fait, moi, j'ai un grand principe. Les gens passionnés sont passionnants. Donc, à partir du moment où tu as ton fils qui se passionne pour quelque chose, intéresse-toi à sa passion et tu pourras partager avec lui. Donc, c'est ma démarche. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Fred, bienvenue. Merci de m'accueillir. Merci à toi de venir dans mon podcast. Oui, t'as vu. T'as vu. Je me suis garé pas loin et puis j'ai fait un petit kilomètre à pied et je suis arrivé chez toi. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. Écoute, on a été présenté par Ludivine Aubourg, qui est, si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter son épisode d'Histoire d'argent qu'on a fait ensemble, où elle parle de son rapport à l'argent. Je sais que cet épisode a beaucoup plu à tous les auditeurs d'Histoire d'argent. Si vous connaissez pas Histoire d'argent, j'aime bien faire de la promo entre mes podcasts, tu vois. Raison. Si vous connaissez pas, écouté, c'était super bien, super intéressant. Voilà. Elle est trop forte. Donc voilà, si vous connaissez pas Histoire d'argent, allez écouter Histoire d'argent si le sujet de l'argent vous titille. Mais Fred, Ludivine m'a dit, il faut que tu t'interviewes Fred, c'est un super papa, vous allez faire un super podcast ensemble. Je ne savais rien du tout sur toi, en dehors du fait que tu connais Ludivine depuis longtemps et que t'as une fille, mais ça on va sans doute en parler, qui est partie en internat, c'est ça, à Clairefontaine. Alors oui, alors l'histoire est assez incroyable, c'est que j'ai une fille qui, à l'âge de 6 ans, regarde avec moi la Coupe du Monde de foot. Et se retourne vers moi à la fin du match. Il dit, moi, je vais ramener une étoile à l'équipe française. Mais qu'est-ce que tu me racontes? 6 ans. Et pendant 1 an, elle nous tanne pour qu'on l'inscrive dans une équipe de foot, quoi. J'ai dit, non, mais t'es sûr, c'est pas, enfin, tu vois, c'est, déjà, t'es une fille. Et ça. Donc c'est surprenant. Et surtout, moi, je n'aime pas le foot. J'ai jamais joué au foot de ma vie. J'ai toujours détesté le foot. Elle a un grand frère qui s'intéresse pas du tout au foot, quoi. Et finalement, on l'inscrit dans une équipe de foot. On trouve une équipe de foot. J'habite en banlieue, pas loin de chez nous, avec que des filles. Donc, elle arrive. Au bout de 3 mois, elle joue qu'avec les garçons. Parce qu'en fait, les coachs disent, non, mais en fait, elle a un truc bizarre, votre fille. Ça réagit pas comme les autres. Enfin, donc, on l'a mis avec les garçons de son âge, espoir, parce que voilà, parce qu'elle a le niveau pour. Et donc ça dure ça. Enfin, la première année, ça se passe super bien. La deuxième année, les coachs s'en vont, les machins, donc ça bouge. La deuxième année, un peu difficile, et donc ils font des mini tournois. À cette époque-là, les gamins, ils jouent à 5 sur des quarts de terrain. Ouais. Donc c'est le foot à 5. Ouais. C'est voilà. Et on croise l'équipe du PSG, puisqu'on est dans les Yvelines, et puis eux, c'est, tu dis, waouh, donc ça l'a fait rêver. Et donc on se renseigne pour trouver comment pouvoir peut-être rentrer dans l'équipe du PSG, puisque eux, ils font des sélections.
Donc faut réussir à avoir Donc 8 ans, quoi. Ouais, mais ils font des sélections pour quoi que ce soit. Ouais. Donc faut trouver le contact, trouver le moment où tu peux aller voir le PSG pour qu'ils te disent oui, vous pouvez venir, on va vérifier, on va peut-être vous choisir. Et donc ma femme qui passe du temps pour trouver sur internet, se renseigner avec les coachs qu'elle croise, les machins. Bon, à un moment on trouve, on reçoit un mail du PSG, on dit voilà, la détection c'est tel jour à telle heure. On y va, il y a 40 gamines du même âge. Ils en prennent 3. Waouh. Et Mathilde rentre au PSG. Voilà. Donc voilà, donc elle démarre sa vie au PSG. Donc je passe ma vie au camp des loges tous les jours, tous les week-ends. Et puis le PSG, c'est pas un entraînement le mercredi, c'est 3 entraînements par semaine. Bah oui. Plus le match le week-end. Et on n'est pas du tout une famille de foot. C'est-à-dire que son frère, qui a 17 mois de plus qu'elle, il déteste le foot. Ça ne l'intéresse pas. Mais c'est pire que ça, c'est qu'il le rejette, quoi. Pour lui, quel est l'intérêt de courir après un ballon, quoi. Et voilà, et en même temps, bah, t'es un papa, et puis tu gères ta gamine, et puis tu sais que c'est son rêve, donc tu dis, bah, je vais t'accompagner au foot. Et donc donc on l'accompagne, c'est un travail, on a la chance d'être encore enfin une bonne famille, une bonne famille. Le mot est mal choisi. On a la chance d'être une famille encore ensemble, voilà, avec sa mère. Voilà, on n'est pas divorcés, on est très heureux de vivre ensemble, et puis on s'occupe chacun, et c'est chacun notre tour. Voilà. Waouh, puisqu'il faut l'amener, il faut la récupérer, il faut l'amener, la récupérer, aller au match, machin. Donc là, ce week-end, c'est moi qui étais au match. La semaine dernière, c'est ma mère. Enfin, c'est ma femme qui s'en est occupée, sa mère. Et on fait ça, voilà, régulièrement. Mais c'est beaucoup de temps. Et jusqu'au moment où, finalement, alors que c'est pas ton univers, et ben, en fait, à l'âge, donc à 13 ans, en fait, ils ouvrent à l'INF, le Centre National de Formation de Foot, un district pour les filles. Donc les 2009 ont démarré l'année dernière à rentrer, et donc ma fille qui est de 2010 vient de se faire incorporer après 1200 personnes qui ont tenté de le faire, 160 qui ont réussi, il y en a que 20 qui ont été choisis, elle fait partie des 20 et donc elle est rentrée en pension depuis le début de l'année, en 4e. Waouh. Et à l'INF, et donc elle vit à l'INF. Donc je l'ai déposée hier soir dimanche après 15 jours de vacances. Pour toute la semaine, on la récupère le vendredi, et le vendredi, on la récupère le soir, on la couche vite parce que le lendemain, elle a un match, et puis on l'amène, elle est toujours dans son stade au PSG, dans son club, elle fait les matchs, elle fait elle fait le tournoi je sais pas quoi, en plus, il connaît rien, moi, en foot. Bref, on la suit, elle joue, et puis, et le dimanche, on la ramène, voilà. Et tu fais, waouh! Donc, c'est une vie pas chouette, mais c'est super drôle, en fait, juste de se dire, mais tes gamins, peu importe enfin, si elle avait fait du cheval, je passerais ma vie dans un haras avec des chevaux, quoi. Elle aurait fait du judo, elle a choisi le foot. C'est juste surprenant parce que moi, je suis entouré de familles où tous les darons sont à fond dans le foot. C'est tous des anciens joueurs, c'est tous des gens qui ont joué, qui ont été à un niveau, qui ont eu un jugement sur le jeu de leur gamine. Ouais. Mais moi, quand je parle de foot avec ma fille, elle dit, mais papa, t'y connais rien, qu'est-ce que tu me racontes? Enfin, ça m'intéresse pas ce que tu peux dire. Ah ouais. Et elle a raison. Ouais. J'y connais rien. Mais dans sa tête, elle sera professionnelle de foot. Et elle vivra que de foot. Et alors, c'est compliqué quand t'es papa, parce que tu dis, mais très bien, mais si tu te blesses, tu fais quoi? Je ferai arbitre. Coach. Ok. Ou coach. Bon, ok. Ton truc, c'est d'être sur un terrain de foot toute ta vie. Génial. Et en même temps, moi qui bosse dans les médias et dans des problématiques d'IA et de voix de synthèse, ce genre de choses, je sais que soit on a FIFA, soit on a des vrais foot, soit des vrais sportifs. Mais on va pas remplacer les sportifs par de l'IA. Ça, c'est sûr. Donc pas tout de suite. Non, mais c'est autre chose, parce qu'il y a des jeux, il y a des compétitions de jeux vidéo. Non, je parlais des robots qui nous. Oui, des robots. Non, mais pourquoi pas? Non, mais on pourrait s'amuser à faire ça, mais c'est autre chose. C'est un autre sport, c'est autre chose. Donc j'ai dit, écoute, t'es tranquille, tu peux jouer au foot, apprendre le foot, transmettre le foot, et a priori, elle est partie pour être footballeuse professionnelle ou travailler dans le foot si finalement elle n'arrive pas à être footballeuse professionnelle. Tout est au vert. Elle est dans le meilleur club de sa région puisqu'elle est au PSG. Elle est rentrée à l'INF en formation, donc la meilleure formation possible de l'Île-de-France.
Je me dis, qu'est-ce que tu veux? Je vais pas lui dire, non, t'as pas le niveau, quoi. Bah non. Surtout le reste du monde, j'ai l'impression, lui dit que c'est pas le cas. Donc ça se passe plutôt bien. Après, maintenant, elle est en compète qu'avec des gamines qui ont le même niveau qu'elle et qui ont été triées aussi. Et la compète est extrêmement difficile et rien n'est simple. Voilà. Il faut vraiment réussir à être au maximum du niveau. Mais t'es le daron et puis tu fais OK, alors on va s'intéresser au foot, faut acheter les équipements. Donc après, maintenant, depuis 5 ans, je maîtrise le foot, je suis les compétitions des filles, de l'équipe de France féminine. Tu saurais expliquer le hors-jeu. Je sais tout maintenant. Voilà. La fameuse règle que tout le monde. Mais souvent, j'utilise cette comparaison, puisqu'en fait, moi, je suis pas capable de me rendre compte du niveau d'un joueur. Mais mon métier, moi, c'est musicien au départ. Quand on joue, quand on est entre nous musiciens. Quelqu'un quand tu fais un bœuf, donc quand tu réunis des gens qui ne se connaissent pas et qui vont jouer une improvisation, n'importe quel musicien prend un instrument, fait 2 notes, quand tu as un certain niveau, voilà, j'ai un peu vieux, donc j'ai ce niveau et ça fait 35 ans que je fais de la musique. En 2 notes, tu connais le niveau du mec. Ouais. C'est bizarre, hein. Enfin, tu peux être surpris parfois, mais il fait 2 notes, tu sais si elles sont justes, si elles sont bien, si elles sont senties, tu sens le toucher du jeu, du machin. Tu sais, tu dis, on va bien s'amuser ou on va ramer. Voilà. Et je suis convaincu. C'est pareil pour le sport. Que pour le sport, quand c'est ton métier, quand t'es coach, quand t'as joué, de la même manière, tu vois un toucher de balle, et c'est comme ça que les coachs parlent des enfants qui jouent. Elle a un toucher de balle incroyable. Je suis pas capable de voir ça. Mais je ne suis pas footballeur. Même par rapport aux autres gamins qui sont sur le terrain. Je sais que je n'ai pas ce talent-là. Ok. Je ne sais pas. Donc, je l'accompagne. Par contre, ce qui est agréable pour elle, c'est que je vais sortir d'un match et je vais jamais lui dire t'as mal joué. Ouais. Parce que j'en sais rien. Est-ce que tu lui dis qu'elle a bien joué? Bah oui, bien sûr. Moi, je pense qu'elle a bien joué. Elle me dit non, j'ai mal joué là. Ah bon? Moi, je trouve que t'as bien joué. C'est quand même mais t'as quand même fait ça. Ouais, mais là, j'ai raté la balle. Là, je me suis fait avoir. Et puis, je suis pas capable de savoir ça. Mais j'assume le fait de me mettre en retrait par rapport à ça. Ce n'est pas mon métier. Alors, un métier, ce n'est pas ma passion. Je n'ai pas cette sensibilité que j'ai dans d'autres métiers. Ouais. Et après 5 ans, j'imagine que tu as dû passer des heures sur les bords des terrains, etc. J'imagine qu'elle regarde le foot à la télé. Ouais. Tu regardes avec elle? Ouais, toujours. Et c'est pas un truc, ça vient pas petit à petit, tu sais. Tout comme, ok, t'es pas très bon en musique, ça t'intéresse pas spécialement, mais en fait, tu décides de alors, bizarrement, en faisant cette comparaison, je sais à quel point je suis un expert dans mon métier et à quel point je ne serai jamais un expert au foot. Okay. Voilà. Après, il s'est passé un truc super drôle, c'est pendant le confinement. Donc, j'ai la chance de vivre dans une maison avec un jardin. Et donc, 3 mois bloqués. Et elle a 10 ans. Et donc, à cet âge-là, il faut faire des jongles. Il faut apprendre à faire des jongles. Confinement arrive, il faut faire des jongles. Je dis, putain, mais comment on va faire? C'est l'année où en plus, à 10 ans, tu fais des compétitions et on regarde le nombre de jongles que font toute l'équipe. Et ça compte pour la moitié de la note, savoir si tu gagnes. Tu peux perdre le match et gagner parce que tu fais plus de jongles que l'équipe adverse. Je savais pas. Okay. Parce qu'en fait, ils cherchent à faire progresser les enfants. Et le fait de faire des jongles, c'est comme faire des gammes en musique. Ouais. Pardon pour mettre comparaison, mais c'est vraiment ça. Je l'ai. Et tout d'un coup, je me dis, alors c'est le confinement. Moi, je bosse comme un fou de 9h à 23h parce que je fais du son et on a recréé les studios sur mon portable avec tous les systèmes, les comédiens s'enregistrent de chez eux. Enfin, c'est assez compliqué et je mets ça en place pour l'équipe dans laquelle je travaille. Je fais même des tutos pour expliquer comment utiliser sa machine avec la liaison sur Internet et le comédien, comment le comédien peut signer s'il n'a pas d'imprimante, nous renvoyer le truc. Enfin voilà, je fais tout plein de trucs comme ça, donc je bosse beaucoup. Mais malgré tout, après le déjeuner, on déjeune ensemble, je m'arrête, pendant 1 heure, je me mets en sport et je vais avec ma fille et on fait des jongles. Pendant 1 heure, on fait 15 minutes pied droit, 15 minutes pied gauche, 15 minutes tête, 15 minutes pied droit, pied gauche. 1 heure, je sors et je prends une douche, moi je suis épuisé. On démarre. Attends, tu fais des jongles avec elle? J'apprends avec elle qui démarre elle aussi. Okay. Elle a 10 ans, elle fait 9 jongles quand elle démarre. Aujourd'hui, elle en fait 1200, quoi. Oui.
qu'il n'y a plus de limite aujourd'hui. Non, il n'y a plus de limite. C'est juste, t'as autre chose à faire. Quoi. Ouais. Au bout de 10 minutes, tu t'arrêtes jamais. Enfin, tu vois, voilà. Quand elle faisait, elle en fait 500 à droite, 500 à gauche, 500 des deux. Enfin, tu vois, 50 Oui. têtes, tout est, enfin, ce qui est normal. Bien C'est sûr. le niveau minimum quand tu veux faire ton métier. Ok. Mais il je se trouve trouve que, intéressant que tu te dises, ok, c'est le moment de rattraper entre guillemets son niveau, quoi. Parce que là, vous alors c'est démarrez pas, c'est pas le moment de rattraper, c'est le moment c'est cette année où on demande aux enfants de maîtriser vraiment les jongles. Ouais. Voilà. Donc c'est l'année à laquelle Mais tu les décides enfants de t'y doivent- coller. T'aurais pu juste faire le coach à côté et te dire, ok, bah je te regarde et je te compte. En fait, c'était difficile de l'amener à le faire. Et je décide de l'accompagner en me disant, mais en plus, moi, je suis en train de, je ne fais rien, je reste chez moi. Ouais. Donc ça va m'aider à faire du sport. Et à ce moment-là, j'ai 51 ans ou 52. Et je commence, comme elle, je fais 2 jongles. Normal. J'ai jamais fait. Non. Mais il se trouve qu'à la fin, je fais 26 têtes. Je fais 70 jongles, enfin Ah c'est ouais. mes records, hein, du pied droit et je crois 32 du pied gauche. Et donc maintenant, et je comprends à quel point les jongles dans le football c'est important pour maîtriser le ballon. Et je fais encore ma comparaison. Moi, je fais des gammes de guitare, de piano, de machin, parce que je transmets beaucoup de musique à des élèves. Et je dis, mais c'est pareil en fait. Si tu travailles pas ton instrument, bah, même si tu as du talent, tu peux pas y arriver. Si tu travailles pas ton ballon, si tu ne le maîtrises pas, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Même quand tu as le ballon qui arrive en pleine vitesse, tu ne le maîtrises pas suffisamment. Tu as besoin de faire ces gammes-là et c'est une bonne façon de faire des gammes. Et donc, je me suis retrouvé à faire tout le confinement, 1 heure de jongle, de pause, à faire les jongles avec ma fille. Et finalement, on a passé un bon moment où, en plus, dès que je la dépassais, la gagne, hop, elle me dépassait direct. Et puis après, elle était plus loin que moi, quoi. Et maintenant, je ne lutte plus. Mais maintenant, quand je prends un ballon, je fais 10-15 jongles facilement. Voilà. Ouais, t'es pas. Alors que j'ai jamais joué au foot de ma vie. Voilà, donc c'est assez rigolo, quoi. C'est tellement intéressant. Je sais pas si c'est intéressant, mais c'est Je une te le expérience dis. de vie très surprenante. C'est marrant à quel point les gamins t'amènent sur des. Je te parlais hors micro et je vais en profiter pour le dire aux gens. Il y a André Stern avec qui on a fait un super épisode. Je t'invite à l'écouter si tu veux parce que c'est très intéressant. Et lui raconte que son fils déteste les sports automobiles, que lui déteste les sports automobiles et que son fils a décidé de faire du kart et il est complètement mordu et accro de kart. Donc en fait, il se retrouve à aller sur les circuits le week-end et à se dire, ok, à être entre guillemets obligé de s'intéresser à ça, quoi, tu vois, et ça lui a ouvert plein de trucs. Ben voilà, c'est ça. Ben, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Et à côté de ça, il y a son grand frère, Ouais. Hector, qui lui déteste le foot. Mais ça me rassure parce que, en fait, il déteste autant le foot que je détestais le foot au même âge que lui. Ok. Et le fait que sa sœur soit à ce point-là mordue, ça lui. Ça lui a posé des problèmes, c'est compliqué, et surtout qu'elle est douée, donc il y a un petit peu de jalousie qui doit rentrer en ligne de compte. Enfin après, je sais pas si c'est la réalité, mais Ouais. c'est la sensation que j'ai. Et lui, c'est tout l'inverse. Lui, c'est un intellectuel. Il adore lire. Et depuis qu'il a 10 ans, il lit plus vite que moi. Bref, il lit Harry Potter, tous les bouquins, il a dû les lire chacun 5-6 fois. Tout d'un coup, il fait, hop, il prend au milieu du bouquin, j'ai envie de relire cette histoire, et puis qu'est-ce que t'as fait? Ah bah je l'ai fini en fait, je sais pas. Mais il fait 400 pages. Ouais, mais bon, hier, il avait un Émile Zola à lire, il y avait 200 pages, il a commencé à 11h, à 18h, de bon, moi, j'ai fini. C'était chiant, mais bon, pour l'école, fallait que je lise. Ok, Hector, très bien. Et donc, moi, je suis confronté à, de la même manière, qu'il faut pas décrocher avec sa gamine qui finalement t'emmène dans son univers, le foot. Et lui, il adore le latin, le grec, les dieux grecs, les dieux latins, les machins. Et donc, tout d'un coup, moi, je me retrouve à regarder dans mon coin une vidéo qui m'explique les relations entre tous les dieux grecs, qu'on couchait avec tout le monde, qu'on fait des enfants avec tout le monde, et voilà, et Zeus qui a 3000 enfants, et qui en a 300 avec machin, puis qui a couché avec sa fille, avec sa sœur, avec ce machin. Bon, toute une explication assez complexe, et plus que compliquée, mais vraiment complexe, enfin, des relations entre les dieux. Et si je veux continuer à avoir des liens avec mon fils, il faut que je m'intéresse. Donc je m'intéresse sérieusement au fait et à ce qui l'intéresse.
Donc lui il me dit je veux être linguiste, très bien, je vois à la télé il y a une linguiste qui sort un petit bouquin, mais je l'achète, tu vois, je le lis et je lui dis tiens regarde ça, et au moins on a des discussions intéressantes. Et pendant que à certains moments, pendant que ma femme est au foot avec ma fille, bah, je me retrouve avec mon fils et je dis bien on va voir on va voir mince, j'ai perdu le nom. Alors c'est pas la cathédrale, c'est Saint-Louis, sur l'île Saint-Louis, c'est la chapelle Saint-Louis, où Saint-Louis, le roi Saint-Louis, avait acheté la couronne de Jésus contre la moitié du PIB de la France à l'époque, et a fabriqué la chapelle qui est à Saint-Louis, et qui est extraordinaire à voir. Et mon fils, qui lui est croyant, moi je suis athée, il fait une prière avant chaque repas, voilà. Mais il vit sa foi d'une façon magnifique. Donc tu vois, là, je suis toujours confronté et donc c'est super intéressant parce qu'on a des discussions. Moi je crois pas en Dieu, lui il croit en Dieu. Tu vois, donc... Et donc tout d'un coup je dis bah viens on va aller voir. Mais attends, ça lui est venu d'où Alors après parce qu'il est parce que ma femme est d'une famille religieuse, et puis qu'il a fait son catéchisme, et puis qu'il est dans une donc école. Ça lui vient quand même de quelque part. Oui, ça vient quand même de quelque part. Donc je prépare le fait de faire des choses avec mon fils quand ma fille est au foot. Ouais. Donc on se sépare avec ma femme. Donc ma femme est au foot avec ma fille, et moi je dis à mon fils viens on va voir la Sainte Chapelle de Saint-Louis. Mais en fait, c'est lui qui m'en avait parlé 2 mois avant. T'avais oublié ? Non. Donc ça m'avait travaillé. Il m'avait parlé de Louis, le roi Louis, qui devient un saint 30 ans après sa mort. Et c'est pour ça que c'est l'île Saint-Louis. Ok. Parce que c'est un roi extraordinaire pour la France, qui était plein de bonté, et qui a inventé la justice telle qu'on l'a aujourd'hui. Et c'est son palais sur l'île de Saint-Louis qui devient le palais de justice. Et donc ce monsieur très religieux, ce roi français, récupère en fait la couronne ou les épines de la couronne de Jésus, et pour accueillir en fait cette relique, il fabrique la chapelle Saint-Louis, qui est extraordinaire, qui est absolument à voir. Enfin, si vous êtes sur la région parisienne, juste faut y aller, quoi. C'est extraordinaire. T'as une chapelle du dessous qui est pour le peuple, qui est déjà extraordinaire, et au-dessus avec des vitraux, mais partout, c'est sublime, et un endroit pour accueillir la relique qui n'y est plus. Elle doit être au musée ou je sais plus où. Et c'est extraordinaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? J'amène mon fils, mais je révise, et donc je vais sur internet et je trouve Stéphane Berns qui fait un gros documentaire d'1h30 dessus. Je lis le truc et je viens avec mon fils et on peut discuter et on sait de quoi on parle, mais sinon je suis battu. Et donc donc c'est génial parce que mes 2 enfants me challenge finalement, me challenge et me permettent d'être encore d'apprendre des choses, donc d'apprendre le foot, d'apprendre toute cette problématique et machin. Mais mon fils, faut que je travaille sur les dieux grecs, faut que je travaille sur la Saint-Louis, les machins. Voilà, et la semaine dernière, il y a 15 jours, on va visiter la Tour Eiffel, on va reprendre des photos. Voilà, moi j'aime les photos, donc je voulais avoir des photos de Tour Eiffel chez moi, et j'ai dit mais j'ai pas envie d'en acheter, je vais me les faire moi. Donc on a été à la Tour Eiffel et à des endroits très stratégiques de Paris où tu vois la Tour Eiffel d'une certaine manière. On a été ensemble, on discute ensemble si on fait les photos, de quelle manière et tout ça. Mais il faut l'idée c'est d'avoir une démarche proactive avec ses enfants et puis de partager avec eux. J'essaye de partager et de m'intéresser à ce qui les intéresse. Et en fait, moi j'ai un grand principe, les gens passionnés sont passionnants. Donc à partir du moment où tu as ton fils qui se passionne pour quelque chose, intéresse-toi à sa passion, et tu pourras partager avec lui. Donc c'est ma démarche. Après, ça a toujours été comme ça, parce que là on est en train de parler de tes enfants qui sont grands maintenant, en tout cas qui sont suffisamment grands pour être passionnés par Saint-Louis ou par le foot. Mais quand ils étaient petits, comment ça s'est passé pour toi la petite enfance ? Alors j'ai eu un truc rigolo aussi. On peut même remonter à la grossesse. Si tu veux, on peut remonter. Alors déjà c'était désir de paternité. Tiens, désir de paternité. Donc c'est important puisque en plus je sais que quand j'ai écouté tes podcasts, c'est toujours au début. Moi je suis déjà un peu l'adolescence, moi, mais c'est pas un problème. Donc avec ma femme on décide d'avoir des enfants. J'ai 35 ans et en fait ça marche pas. C'est impossible.
je sais pas, on sait pas pourquoi ça fonctionne pas. Donc on va voir les tests, etc. On fait les tests, on fait les machins, et après on va faire on envisage de faire une FIV, ce genre de choses. Et puis au moment où on est chez la spécialiste et on doit faire la FIV, elle reçoit. Vous avez les résultats de ce qu'on a demandé non, bah, elle appelle le labo, elle reçoit les labos. Hop, on avait rempli tout le papier pour faire la FIV. Elle reçoit les résultats, elle dit je suis désolé, elle prend le papier, elle le déchire ça rentre pas, vous avez moins de 1% de chance de tomber enceinte en FIV, donc je suis navré, voilà. Merci, au revoir. Ça fait 4 ans qu'on essaye, quoi. Qu'on fait tous les trucs, il faut aller vérifier que le sperme il est correct, vérifier qu'elle est féconde, que machin, enfin... Tout le parcours pas agréable, mais avec ma femme, on le prend d'une façon extrêmement... pas du tout dans le stress. Et c'est la vie, mais moi je suis chef d'entreprise à ce moment-là, et puis je suis dans le boulot, donc de toute façon il faut travailler, il faut avancer. Ouais. Mais on s'occupe de ça. Et puis jusqu'au terme de toute cette démarche très compliquée, on nous dit oubliez, on vous fera rien parce que de toute façon il n'y a aucune chance, on va pas dépenser cet argent. L'État français ne va pas dépenser l'argent pour quelqu'un qui a pratiquement aucune chance. Mais ce que je comprends. Dur. Ok. On part chez un copain qui fait une saison sportive à Hong Kong et on va faire la fête. On part à Hong Kong et on fait la fête, mais bien la fête, avec quelqu'un qui a les moyens de faire la fête, on s'amuse, voilà. Et on rentre de Hong Kong et puis ma femme dit j'ai pas mes règles, qu'est-ce qui se passe? Et en fait elle est enceinte. D'une manière naturelle. Incroyable. Un truc. Donc elle est enfin enceinte d'Hector. Et donc moi j'ai 40 ans, donc voilà, je suis déçu parce que je vais au bout de l'histoire. Donc elle tombe enceinte, mais la grossesse est extrêmement difficile. Le bébé a du mal à rester accroché, donc elle a un gros protocole. Il risque d'être prématuré, il risque de machin. Donc finalement elle reste alitée à l'hôpital pendant pratiquement toute sa grossesse. Ah ouais. Donc c'est très compliqué et je ne me rends pas compte, et ma femme non plus, qu'en fait c'est extrêmement grave. Et que s'il sort trop tôt, il risque d'être abîmé, l'enfant. Enfin, tu vois. Ok. Et on se rend compte de rien. Et on vit le truc en disant, écoute, c'est la vie, voilà, t'es à l'hôpital, t'es à l'hôpital. Donc je passe la voir. Elle mange très mal, donc à un moment, je m'arrête chez un gros traiteur et je lui amène un super repas, machin. Et tous les week-ends, je passe du temps avec elle à l'hôpital, mais moi, je travaille. En plus, je suis chef d'entreprise, j'ai des employés. Il faut que l'argent tombe pour pouvoir payer les gens. Enfin, je m'arrête de travailler et je fais faillite. Donc, ça reste compliqué, quoi. Et finalement, pourquoi Hector tu disais que tu étais déçu? 40 ans? Tu disais. Alors justement, je vais au bout de ça. Okay, pardon. Donc Hector arrive, un 1er août, et c'est génial, il est en pleine forme. Vous saviez toujours pas pendant l'accouchement que potentiellement c'était grave ce qu'elle... Non, on nous l'a dit, mais on n'en a pas pris conscience. Ok. Voilà. Donc il y a le protocole où tu fais des piqûres pour que les poumons se développent plus rapidement. Et finalement, il n'arrive pas à terme. Il sort à 7 mois et demi. Hein. C'est un petit poids. Ouais. C'est pas un prématuré, mais presque, et machin. Et ma femme a une césarienne, donc un truc rigolo. Enfin, rigolo. Oui, rigolo. Donc, le bébé est accouché. Mais voilà. Il est venu au monde, quoi. Voilà. Et donc ma femme est endormie puisqu'on lui a fait une césarienne, donc on confie le bébé avec la pédiatre qui est là, et puis il est tout bleu, et on le met là, prenez-le dans les bras, on lui met un peu d'oxygène, et puis t'as la pédiatre qui est avec une personne qui apprend, une pédiatre qui est en train d'apprendre aussi, il dit non mais pas à fond l'oxygène, faut qu'il se débrouille tout seul ce petit. Et là, et il est tout bleu, et hop, il retrouve ses couleurs, il devient tout rose, et puis tu te rends pas compte, on vérifie qu'il marche, et machin, puis il a l'air en pleine forme. En fait, c'est un garçon absolument brillant, mais c'est après coup que je me rends compte qu'en fait, il risquait soit d'avoir des problèmes neurologiques, soit d'avoir des problèmes physiques, et en fait, tout va bien. Voilà. Donc, mais c'est vachement bien, je m'en suis pas rendu compte. Incroyable. Donc, tout va bien. Et à ce moment-là, j'ai un de mes meilleurs potes qui m'appelle, qui dit alors, c'est un garçon, une fille et tout. Parce que on n'a pas voulu savoir si c'était un garçon, une fille. Voilà. Donc, et je dis, je peux pas te le dire, sa mère n'est pas encore au courant, elle dort encore. Et finalement, je lui dis quand même. Mais donc, mon meilleur pote, il a su avant la mère de l'enfant si c'était un garçon ou une fille. Mais bon, c'est pas très grave non plus. Hein, mais dans l'euphorie, dans le truc, tu lui réponds. Voilà. Donc, c'est des petits trucs rigolos.
Et ensuite, je me projette et je me dis, ok, dans 40 ans, je me projette dans le futur. Ouais. Quand il a 40 ans, j'ai 80. Et je trouve ça triste. Voilà. Et j'ai juste cette pensée en me disant, je suis trop vieux. Ce qui est pas vrai. Hein. Tu l'avais pas conscientisé avant ? Non, c'est au moment où il arrive, je me dis, Pouah, je me prends une claque en me disant, mince. Oui. Je me projette dans le futur en me disant, mais est-ce que je serai à son mariage ? Parce que 40 ans de différence, c'est beaucoup, quoi. Alors, il y a un côté génial, c'est que je ne suis plus en train d'essayer de réussir ma vie professionnelle. Je suis juste en train de profiter de mes enfants. Donc, j'ai l'impression que ce que j'entends, c'est que tu as aussi une sérénité. Moi, j'ai eu ma première fille, j'avais 28. T'es pas dans la même période de vie. On est dans hein. l'inconfort, bien entendu. Puis moi, en plus, pour la faire courte, moi, j'ai perdu mes parents dans un accident de bagnole. J'avais 24 ans. Donc, espèce d'énorme claque que tu te prends et tu dis, ok, t'es tout seul au monde, tu dois te débrouiller tout seul et quoi qu'il se passe, il y a personne qui va t'aider. T'as plus de filet. Donc, faut y aller. Voilà. Donc, ça crée une personnalité particulière. Donc, je suis conscient j'ai forcément changé. Hein. Voilà. Tu te prends une telle claque dans la gueule que t'as pas d'autre choix que de bouger. Et t'as bougé dans le fait que tu te débrouilles tout seul toute ta vie. Et alors, c'est ce qu'on fait tous, mais c'est lancinant. C'est-à-dire qu'à un moment, tu t'aperçois que tes parents vont plus pouvoir t'aider, que tu pourras plus jamais retourner vivre chez tes parents si t'es en difficulté. Enfin, là, c'est comme ça, quoi. Oui. Voilà. Donc, c'est la vie. Voilà. Et après coup, j'ai toujours cherché à positiver les choses. Donc, je considère que c'est ce qui m'a fait tel que je suis. Je positive le truc. Ouais. Voilà, rien n'est agréable là-dedans, mais la bonne façon de survivre à des drames de ce type, c'est d'en tirer le meilleur parti. Ouais, bien Voilà. sûr. Donc, T'as pas peur. Y a pas un truc en toi qui te fait peur. Je sais pas, quand t'es en voiture avec ta femme et que tu vois, t'as pas des relents de ça parfois, de te dire putain, j'ai pas envie de faire tu vois. Non, alors déjà, je passe ma vie en scooter. Hein. Je fais là en ce moment, j'habite loin, je fais 90 bornes aller-retour quand je vais travailler en scooter, autoroute périph. Donc, alors j'ai un gros 3 roues, j'ai toujours un casque intégral, j'ai toujours un gilet airbag, j'ai toujours des chaussures de sécurité et quand parfois je me fais peur, je me dis, je me suis cassé plusieurs fois un bras, une jambe, enfin voilà, dans des accidents de ski ou quand j'étais gamin. Et je me mets, rappelle-toi la douleur, et je me remémore la douleur des fractures. Je dis, ok, ça va te calmer. Redescends. Je redescends et je vais conduire. Et vaut mieux arriver qu'essayer d'arriver trop vite. Et ça n'a aucun intérêt, quoi. Voilà. Donc pour le moment, tout va bien. Touche du bois. Et donc bon voilà et ensuite c'était un long parcours pour avoir un enfant et donc ma femme me dit bon, faut absolument que je présente mon fils à ma gynéco. Si on n'a pas eu le temps, avec le gamin arrive et tout ça, donc elle prend rendez-vous mais un peu plus tard et tout d'un coup il dit je vais voir ma gynéco, donc je vais avec elle et puis elle regarde et puis quand est-ce que j'ai eu mes règles et en fait elle voit sa gynéco pour lui présenter Hector. Et puis sa gynéco, je dis mais montez sur la table. Mais vous attendez un enfant là. Et en fait, la petite sœur était en train d'arriver, alors qu'a priori on nous avait expliqué qu'on était totalement fertile et puis et qu'on n'allait jamais avoir d'enfant, stérile et qu'on n'allait jamais avoir d'enfant. Et là tu fais waouh, la vie est bien faite. Et donc la petite sœur arrive. Voilà, 17 mois après. Incroyable. Ouais, c'est un truc ouf. Comment t'as vécu toi cette petite enfance? Alors, j'ai pris une vraie décision. J'ai arrêté d'être patron de boîte. Ouais. Je me suis fait embaucher dans un gros groupe du CAC 40 pour faire le même métier. Et quand je me suis fait embaucher, j'ai expliqué au mec qui m'a embauché, je dis, en fait, si je viens dans cette grosse boîte et que je veux plus être mon patron, c'est compliqué parce que j'avais quand même une boîte, des locaux, des employés. Et j'ai tout arrêté. Et j'ai dit, le but du jeu, c'est que je travaille pas le week-end ni le soir. Et j'ai fait ça. Alors, j'ai eu la chance de réussir à me faire embaucher. Au bout de 2-3 ans, mon fils avait 3 ans, enfin voilà. Et je me suis fait embaucher dans un gros groupe avec un salaire correct.
même si ça n'a rien à voir avec ce que je gagnais quand j'étais chef d'entreprise. Donc, j'ai bien vécu la décroissance, je sais bien ce que c'est, où les 2 premières années, je payais plus d'impôts que ce que je gagnais dans le groupe, dans la boîte dans laquelle j'étais embauché. Alors j'avais de l'argent de côté, donc j'ai pu faire face. J'allais te dire, j'espère que tu avais mis de côté. Mais à la fin, tu dis, mais je comprends pas, je dois payer plus que tout ce que j'ai gagné. Mais ça, bref, c'est comme ça. C'est parce que les impôts sont différés, mon bon monsieur. C'est ça, mais c'est fini maintenant. Oui, c'est ça. Maintenant, t'es à la source. Ça m'aurait bien aimé aider comme ça, mais c'était compliqué à vivre. Et à tel point que j'ai commencé à donner des cours de musique pour avoir de l'argent dans ma poche. Ah, ok. Parce qu'en me disant, c'était au moins, on me donne 50 balles, c'est 50 balles, je peux dépenser comme je veux, quoi. Et donc tout l'argent servait qu'à payer les impôts et le ménage, et puis mon seul argent de poche, c'est ce que je me gagnais en donnant des cours de musique. Intéressant. Ouais, c'est particulier, ouais. je pourrais venir dans ton émission sur l'argent, ça pourrait être rigolo. Surtout d'avoir du cash. C'est marrant de dire, ok, ça au moins c'est à moi, quoi. Ouais, c'est du pouvoir d'achat à 100%. Ouais. Pour ma pomme. Ouais, pour moi. Que je garde pour moi. Et que pour moi. Ni pour mes enfants, ni pour ma femme, pour moi. Sacrifice, ça a bien 2 minutes. Hein. Ouais, mais en même temps, c'est du boulot. Enfin, donner des cours, c'est du boulot. Voilà. Donc après, j'ai eu ma fille et j'ai réussi finalement à avoir du temps à consacrer à mes enfants. Et j'ai eu ce temps-là, les week-ends libres, les soirées libres, et puis des horaires de bureau normaux, quoi. Ce qui n'existe pas quand t'es patron ou difficilement. Voilà. Et toi qui racontes que tu es un peu dans le challenge aujourd'hui intellectuel, peut-être aussi de te dépasser aussi par rapport au corps, par rapport à ta fille, c'était quoi tes challenges que tu as rencontrés pendant la petite enfance ? J'ai pas eu de problème. C'était fluide pour toi ? Ouais, tout était fluide. Vraiment ? Ouais. Waouh. Je me suis jamais posé de questions en me disant ça va mal se passer ou quoi que ce soit. Après, j'ai des enfants qui étaient en super forme, non, Hector, il est tombé dans les pommes 2-3 fois, les pompiers, les machins, mais au final, rien de grave. Mathilde a eu un problème au rein, c'était compliqué parce que les médecins c'est difficile, et en fait, ma femme a un frère qui est médecin, un bon médecin, un très très bon médecin à Lyon, et dès qu'on est un petit peu en galère, parce que c'est difficile d'avoir rendez-vous avec son médecin rapidement, on l'appelle, et souvent il dit bois un verre d'eau, prends une aspirine, tu vois. Et un jour, il nous dit, tu peux m'envoyer les résultats de la prise de sang de Mathilde, on lui envoie, et là il nous appelle, il nous dit, alors tu prends Mathilde, tu vas à l'hôpital, tout de suite, t'attends rien, et tu dis qu'elle a ça, ça et ça, et tu fonces. Et alors quand ton beau-frère te dit tout le temps laisse tomber, tu vas prendre l'aspirine, ça va bien se passer, et puis que là il te dit non, faut y aller tout de suite, et là elle est restée 1 semaine à l'hôpital sous perf, médicaments pour sauver son rein, et à quelques heures près elle crevait en fait. Oh waouh. Mais tu t'en rends pas compte? Tu le savais pas non plus? Ben non, tu le sais après. Ça te fait quoi de savoir après que ta fille est vraiment passée à ça? Tu sais que c'est la vie. Ok. Et puis moi je me dis, j'ai une belle étoile au-dessus de moi, tu vois, donc et mes parents qui restent au-dessus de moi, qui sont partis, donc tu crois pas en un dieu? Non, t'as raison. Non, mais t'as raison. En plus, c'est pas la même chose pour moi. Non, mais tout à fait, je ne crois pas en un dieu. Mais je me dis que en fait, je suis un peu cartésien quand même. Hein, c'est les pourcentages. Ça peut pas avoir autant de galères, quoi. Ah, ok. Mais je suis sérieux. Ouais. C'est-à-dire, déjà, j'ai perdu mes parents dans un accident de bagnole, qui se sont fait défoncer par un mec qui roulait trop vite, qui est parti en tonneau. Ils étaient dans Paris, dans leur petite bagnole, et ils sont pris une grosse merco dans la gueule. Ça va pas. Déjà, je vais pas avoir d'accident de moto. Pourquoi? Mais parce que je fais tout pour jamais en avoir. Enfin voilà. Mais je vais pas. Et puis je vais pas avoir ce type de galère. C'est totalement utopique. Ça n'a rien de rationnel. Ah, je trouve que c'est une bonne intention. Mais c'est ma façon de penser la vie. Non, ça va pas m'arriver encore. Voilà. Ok. C'est intéressant. J'arrête pas de toucher du bois. C'est bon. T'es superstitieux. Ouais, je me dis, il faut quand même le faire, quoi. Au cas où, on sait jamais. Moi, j'ai une bonne étoile, mais bon, quand même. Mais c'est le pari de Pascal, tu sais. Oui. Entre les deux.
Parce que si jamais t'arrive une merde, tu te diras putain, j'ai pas touché ouais, la table chez Fab. C'est voilà, pas possible. c'est ça. Ok. Comment t'as vécu aussi le fait que alors j'ai bien compris que ta fille décide à un moment de venir se dire à 6 ans, ok, je vais avoir une étoile à la France. Je vais ramener une étoile à la France. Bon, j'imagine que quand t'as... Je la regarde, je suis mort de rire. Je dis, ouais, bien sûr, ma fille, t'as raison. Qu'est-ce que tu veux que je dise? T'as 6 ans. Oui, c'est ça. Tu vois? Et là, aujourd'hui, où elle est dans un parcours internat et tout, vraiment professionnel, machin. Ce qui est très étrange, c'est que, de ce que je ne savais pas, c'est que puisqu'elle est en association, donc le centre de formation est en association avec une école publique qui est à Rambouillet, elle loupe des cours. Elle loupe le dessin, le sport, les matières secondaires. Non essentielles, c'est ça, les fameuses Voilà. matières. Et pour avoir le droit de faire ça, on a dû signer des papiers avec le ministère des Sports. On a reçu des papiers comme quoi elle est bien identifiée comme sportive de haut niveau. Ce qui lui donne l'autorisation et qui dédouane l'école publique de ne pas lui donner tous les cours. Et c'est parce qu'elle est c'est comme ça que je l'ai compris, c'est parce qu'elle est validée auprès du ministère des Sports comme une sportive de haut niveau en devenir qu'elle a l'autorisation de rater certains cours. Donc, et là, tu dis, je reçois quand même des papiers du ministère des Sports pour valider, et qu'en tant que parent, tu valides le fait qu'effectivement... Il y a écrit, là, noir sur blanc. Sportif de haut niveau et machin. Ben oui, parce qu'elle est au centre de formation national du foot, quoi. Et puis, alors après, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est à Clairefontaine. Oui. Alors pour les gens qui l'ont pas, Clairefontaine, c'est le... c'est le Graal c'est là où s'entraîne l'équipe de France féminine ou masculine avant chaque compétition. Donc c'est un lieu extraordinaire, magnifique, une infrastructure extrêmement bien entretenue, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Et tu fais waouh. Enfin voilà, t'as de la chance, quoi. Elle va les rencontrer les croise. Ils vont pas les rencontrer parce que ils sont 40 gamines et 40 gamins et 80 gamins à chaque fois. Enfin tu vois, donc on leur demande de pas interagir avec les grands, quoi. Avec les grands, mais ils les croisent. Enfin voilà, ils vivent quand ils sont là, ils sont dans leur stage à Clairefontaine, ils vivent au même endroit, quoi. Donc ouais, c'est assez magique, quoi. Moi je l'imagine les contacter sur Insta, causer avec elle et tout. Non, il pas à ce point-là, mais ils se suivent. Enfin, après, moi, ma fille, elle est ultra fan de Griezmann, donc depuis toujours, elle a le même poste que lui. Enfin, tu vois, voilà. Donc tu sais quand même à quel poste joue ta fille? Elle est numéro 8. Elle est milieu de terrain offensif. Yes. Voilà. C'est bien, hein. Ouais, c'est bien. C'est un mec qui connaît rien. Non, maintenant, ça fait quand même 6 ans. Hein. Bah ouais, c'est pour ça. Donc, non, mais tu dis que tu connais rien. Non, mais maintenant, je maîtrise. Ouais. On m'a amené à... Voilà, maintenant, je connais. Comment tu disais, tu l'as signifié là tout à l'heure rapidement, mais effectivement, il y a un vrai truc de peur que le corps suive pas, tu vois, par rapport à ce rêve-là. Comment tu l'anticipes? Alors, tous les ans, je dis à ma fille, tu veux arrêter? Il n'y a pas de problème. C'est pas moi qui te pousse. Tu veux continuer? Il n'y a pas de problème. Mais t'es pas en train de faire le rêve de tes parents, comme le cas de beaucoup j'imagine, de personnes qui vivent le rêve de leurs parents. Moi, ça m'intéresse pas d'être footballeur. Enfin, demain, on arrête d'aller au foot, ça me pose aucun problème. Alors, il se trouve que j'ai plein d'amis, copains qui sont fans du PSG, qui me disent, t'es au camp des loges tous les jours. Enfin, ouais, j'en ai rien à faire, quoi. C'est la vie, mais tu vois, incroyable. Mais c'est comme, tu vas, moi rencontrer Paul McCartney serait un truc extraordinaire. Mon fils, il n'en a rien à faire, quoi. Oui, c'est un vieux, 80 ans, qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait les Beatles. Je m'en fous, quoi. Tu vois, là, il y a le Beatles qui vient de sortir la semaine dernière. Je suis comme un barge, tu vois. J'ai écouté la maquette de John Lennon, j'ai écouté le nouvel arrangement. Je dis, waouh, la classe. Je suis comme un fou, quoi. Les enfants, ils en ont rien à faire. J'ai essayé de les amener à la musique, ils en ont rien à faire. Je donne des cours de musique. J'ai la chance de jouer tout, de la batterie, de la basse, de la guitare, du piano, de chanter, du saxophone, du violoncelle. Mes enfants, rien. Bon. Mais je voulais pas les mettre je voulais pas les forcer.
Ouais. Je leur ai donné des cours, ils savent. Je leur ai toujours parlé avec la grammaire de la musique. Ils savent ce que c'est qu'un accord, ils savent ce que c'est des notes, des machins. Mais mon fils, lui, c'est l'histoire, c'est les dieux grecs, les machins. Enfin. Mais en famille, on joue souvent à un jeu. Pense à un personnage et tu peux répondre que par oui ou par non pour trouver le personnage. Ok. Donc, la première chose qu'on pose quand on joue en famille à ma fille, c'est un footballeur, oui ou non? Et la première chose qu'on pose à mon fils, c'est un dieu. Et au départ, il prenait des dieux, mais que personne ne connaît, quoi. C'est Hestia. Mais c'est qui? Mais c'est super drôle. Ouais. Mais ce qui est super drôle, c'est d'être le parent, d'être obligé de... Mais c'est qui Hestia? De se renseigner, d'apprendre, de s'intéresser. Et c'est magique de s'intéresser au centre d'intérêt de tes enfants. Mmh. Voilà. Et là, j'ai un truc bizarre qui se passe, c'est que donc, cette année, ma fille est rentrée à l'INF en 4e, mais donc elle est en pension, donc je l'ai que le week-end. Mmh. Enfin, nous l'avons que le week-end. Et mon fils est rentré en seconde. Donc, c'est un peu un jeune adulte, quoi. Voilà. Vivre sa vie un peu. Et donc moi, j'ai décidé de quitter la grosse boîte dans laquelle j'étais pour pouvoir voir mes enfants grandir et me remettre à mon compte. Ça y est. Et ça y est, j'ai validé, j'ai fait une rupture conventionnelle avec le gros groupe dans lequel je suis et je quitte la société le 16 février. Ok. Et je me remets dans un état d'esprit où va falloir bosser, va falloir y aller, va falloir chercher le boulot, va peut-être bosser le week-end, peut-être bosser le soir, mais c'est moins grave parce que mes enfants, de toute façon, maintenant, c'est des ados, quoi. Ouais, puis j'ai l'impression que c'est un peu ta passion, ton boulot aussi. Oui, oui. Donc il y a un vrai côté, tu vas j'assume. Rechercher du temps pour toi, quoi. Voilà. Pour m'épanouir dans ma fin de carrière, parce que j'ai 56 ans et que j'ai commencé très très tôt et que je suis à 61 et 8 mois, je pourrais prendre ma retraite. Je pense que je le ferai jamais. Je te vois pas prendre ta retraite. Mais malgré tout, c'est dans moins de 10 ans. Ouais. Et on n'a qu'une seule vie. Les mecs, on n'a qu'une vie, quoi. Faut la vivre, faut en profiter, Donc, ça y est, j'ai réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire profiter au maximum de mes enfants quand c'était des petits. Ouais. Maintenant, c'est des ados ils ont plus vraiment envie que je sois à côté de d'eux. Traîner avec toi. Voilà. Donc, parfois oui, puis parfois non, mais très bien, et je trouve ça normal. Et donc, je reprends ma vie. Ouais. Et c'est compliqué, hein, parce que forcément, une grosse boîte, un bon salaire, la décroissance, ça y est, je l'ai vécu, maintenant, je suis bien avec mon salaire, mais maintenant, il faut y aller, quoi. Donc, je prends ce risque. Tu veux retourner à te mettre à bosser comme quand t'avais 30 piges? Non. Je vais pas faire pareil, mais je sors avec un CV encore plus gros qu'avant. C'est que maintenant, j'ai bossé 12 ans dans une énorme boîte, quoi. Donc, le CV, il est plutôt joli, quoi. Donc j'ai plein de nouveaux contacts et je sais que ça devrait plutôt bien se passer. Ça devrait aller pour toi. Ça devrait bien se passer. Après, on sait jamais. Puis après, voilà. Mais j'ai la chance de faire mon métier depuis 30 ans et d'avoir plutôt une belle réputation dans mon expertise particulière, qui est très particulière. Faut qu'un métier il y en a pas beaucoup à le faire en France. Donc voilà. Et alors tu le fais pour l'argent ou tu le fais pour la liberté? Je le fais pour vivre. En fait, c'est marrant parce que j'y ai pensé. J'ai regardé Astier qui était interviewé par, je sais plus celui qui faisait Bref, je connais plus son nom. Kian Kojandi. Voilà. Il mange dans Hot Ones, c'est voilà, ça? Dans Hot Ones, il est passé. Je l'ai vu ce week-end. Ouais. Et à un moment, il dit exactement un truc que je rejoins d'Astier. C'est, on n'a qu'une vie, quoi. Il faut la vivre. Enfin, on va pas t'en donner une deuxième, t'en as pas une deuxième en rab. Donc, le fait de se mettre à l'abri pour profiter de ses enfants au moment où ils ont le plus besoin de toi, j'ai eu la chance de réussir à faire ça. J'étais dans un groupe du CAC 40. Donc, a priori, ça devait aller. Tout va bien. Voilà. J'avais pas, même pendant le Covid, tu vois, j'étais pas inquiet. Ouais. Maintenant, mes enfants prennent leur liberté. Je vais reprendre la mienne et continuer à avoir des émotions, à me planter, à avoir des succès. Mais ces succès, quand je vais les vivre pour moi et je vais avoir un vrai retour sur investissement. C'est-à-dire, quand je vais avoir un succès, je vais gagner plus d'argent. Alors que quand tu es dans un groupe du CAC 40, tu as un succès, super. Et c'est tout. Ça s'arrête là. Et tout d'un coup, c'est moins intéressant.
Parce que t'as moins l'argent qui tombe, en tout cas Parce les que t'as dividendes. pas un retour, et puis t'as pas un retour. Moi, j'ai développé un truc extraordinaire. Je me suis intéressé aux voies de synthèse il y a 5 ans. Donc avant que Aujourd'hui, on parle que de ça. Quand la mode. Quand je m'y intéresse au sein du groupe, on me prend pour un taré. Moi, ça me rassure parce que j'ai lu tous les trucs sur les inventeurs et sur les gens qui amènent des nouvelles technologies. C'est le processus normal. Oui. Au départ, on me prend pour un débile et après, on dit « Ah putain, c'est toi qui avais raison. » Voilà. À la fin, c'est moi qui ai raison. Bah, il faut... Mais au retour, j'ai aucun retour sur investissement. Ouais. Bien sûr, t'es salarié. Ben voilà. Mais même pas une prime. Oui, bien sûr, normal. Et là, tu dis... Ah, d'accord. Bah, la sécurité, elle a un prix. Eh ben oui, voilà. Et j'assume ça. Ouais. Donc, en assumant ça, maintenant, c'est fini. J'ai envie de reprendre le risque. Mais c'est plus facile parce que les enfants, voilà, ils sont plus derrière. Et puis voilà, après, le risque financier existe, mais il se trouve que j'ai 56 ans et que a priori, je suis propriétaire de ma maison. Enfin voilà, j'ai eu la chance de gagner ma vie à peu près correctement et d'avoir. C'est l'avantage de mon âge, c'est que j'ai eu la joie de bien gagner ma vie à certains moments, d'investir et d'être un petit peu à l'abri malgré tout, quoi. Un petit peu. Voilà. Après, puis t'as des bonnes étoiles, n'oublie pas. Et puis j'ai mes bonnes étoiles de mes parents, voilà. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. On peut te la poser, c'est intéressant parce que qu'est-ce que t'as envie je sais pas si tes enfants vont écouter. Je ne sais pas non plus. Épisode. Alors je sais pas si je leur ai demandé l'autorisation. Ouais. Savoir si je pouvais répondre, ce que je leur dis, mais je vais parler de vous. Donc est-ce que vous m'autorisez ? J'ai demandé à chacun séparément de me répondre et de me dire clairement. Ils m'ont dit tu fais ce que tu veux, papa. Oui, mais je te pose quand même la question. Si tu veux, fais-le. Ok. Voilà. Mais c'est important. Voilà. Bien sûr. Peut-être qu'ils écouteront, peut-être qu'ils écouteront pas, mais mettons qu'ils écoutent dans 10 ans. Ouais. Donc ils auront quoi ? 23, 24, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et ils diront, mon papa, t'es bien vieux maintenant, mais qu'est-ce que je pourrais leur dire ? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Mathilde, j'espère que t'es devenue une footballeuse qu'on voit à la télé. Voilà, puis que les gens commencent à te connaître et à te voir, et puis ils se disent que tu vas peut-être nous ramener une étoile. Je ne rêve que de ça, voilà, que ton rêve se réalise. En tout cas, sache que avec ta mère, on fait tout pour t'aider à aboutir et puis à te soutenir et à t'accompagner. Voilà. On te force pas, on te soutient et on t'accompagne. Donc j'espère que ça portera ses fruits et puis que si tu écoutes ça, c'est que t'as réussi et puis que tout va bien. Et si t'as pas réussi, j'espère que t'as trouvé une voie dans le foot et dans un truc extraordinaire qui t'épanouit quand même, parce qu'il n'y a pas que sportif de haut niveau et d'être une vedette du foot qui permet de s'épanouir dans la vie, puisque de toute façon, à 35 ans, tu seras à la retraite. Hein. Donc il va de toute façon falloir trouver un autre métier. Donc ce métier, j'espère que tu l'as envisagé et que tu sais où tu vas et que voilà. Et Hector, je sais que tu es un grand intellectuel et que soit tu es déjà prof de français au Danemark. Au Danemark ? Ouais, parce qu'on a des origines danoises. Ok. Ou ailleurs. Peut-être que tu es devenu linguiste, peut-être que tu es historien, mais ne lâche rien sur ta curiosité. Et j'espère que je suis encore en train d'échanger avec toi sur des sujets qui te passionnent et que je suis encore en train de chercher à essayer de te bluffer, parce que moi aussi je sais. Voilà, et je vous aime. Merci Fred. Et c'est un plaisir de se dévoiler. Voilà. Merci beaucoup. À toi. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.